aujourd'hui. L'élevage en Guyane est centré sur 3 pôles de production principaux. Élevage bovin, porcin, aviculture. La viande locale ne couvre que 20% des besoins du territoire. Quant aux œufs, nous sommes autosuffisants à 100%. Quels sont les leviers de la production et de la consommation locale? On en parle ce soir avec Jérémy Lecaille. Il est responsable du service agriculture et responsable de l'abattoir de la collectivité territoriale de Guyane. Jean-Hubert François, exploitant agricole de la ferme François. Il a 85 hectares avec notamment des poules et des œufs. Il nous en parlera dans quelques instants. Et puis Guy Dabreux, président de l'organisation professionnelle des bouchers de Guyane et vice-président de l'Intervig, l'interprofessionnel élevage viande de Guyane. Bonsoir à vous trois. Merci messieurs d'être avec nous ce soir dans cette émission. Et on commence avec vous, Guy Dabreux. Donc je le disais, président de l'organisation professionnelle des bouchers en Guyane et vice-président de l'Intervig. Vous m'avez dit tout à l'heure que la crise sanitaire était plutôt bénéfique pour la viande locale. Parlez-nous un peu de ces effets bénéfiques, au moins qu'on en ait un effet bénéfique de cette crise. Bonsoir. Alors, oui, pour résulter, ça a eu un effet bénéfique, mais nous avons eu quand même 2 mois de crise qui n'étaient pas faciles. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette évolution de la viande locale sur le marché. Oui. Bien sûr, après, nous avons pu voir au fur et à mesure avec tous les moyens mis en œuvre par nous, les bouchers de Guyane, avec le concours de justement l'organisation professionnelle que je représente, à pouvoir mettre en place des livraisons à domicile. D'accord. Donc, cela a marché, ça a porté ses fruits. Et le fait aussi que je pense, moi, je n'ai pas fait de statistiques personnelles, mais je pense que le fait que la viande de métropole ne rentrait pas non plus sur la Guyane par rapport à la crise Covid, les personnes ont commencé à manger de la viande locale et commencé à apprécier la viande locale. Donc, nous avons eu un bond très en avant que nous n'attendions pas, ce qui était déjà, mais ce n'était pas à la même vitesse. Et en ce moment, justement, la viande locale est très, très prisée. Alors, généralement, pourquoi est-ce que les gens sont un peu frileux à aller vers la viande locale? Parce qu'elle est là, pourtant. Alors, certaines personnes, puisqu'ils ont certaines habitudes, moi je pense, moi je dis ça comme ça, ils ont certaines habitudes, il y a une clientèle pour toute chose. Oui. Il y a chaque clientèle a une situation sociale différente aussi. Parce que généralement, la viande locale est plus chère, moins chère? Un peu plus différente peut-être à préparer? Quel est le frein généralement? Alors, il y a un premier frein, moi je dirais que c'est par rapport à la maturation. Pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est que nous laissons la viande un peu mûrir afin que les fibres et les muscles peuvent se détendre. D'accord? Ça, c'est une première chose. C'est pour cela que je dis que la viande locale est quand même pas mal parce que nous la travaillons pratiquement fraîche, du jour au lendemain. D'accord. Ça, c'est une première chose. Le prix, je dis qu'il y a le porte-monnaie pour toute chose. Alors, il y a ceux qui ont les moyens, d'autres pas les moyens, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à chaque situation sociale de tout un chacun. Voilà. Et Jérémy Lecaille, vous êtes avec nous également, responsable du service agriculture de la collectivité territoriale de Guyane et responsable par intérim donc en ce moment de l'abattoir de Guyane. Et quels sont les leviers aujourd'hui de la production locale de viande ici en Guyane? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette production couvre davantage nos besoins sur le territoire? Oui, bonjour. Donc effectivement, le sujet, c'est effectivement d'avoir une production qui réponde aux besoins. Puisqu'en fait, on voit bien qu'à l'heure actuelle, le véritable facteur limitant, c'est l'offre et pas la demande. Donc, en réaction au propos de M. Dabreux, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on voit bien qu'en 2020, finalement, la quantité de viande abattue donc dans les abattoirs, aussi bien celui de Dégradé-Cannes, de la CTG, que de Mana pour la CCOG, le volume reste quasiment identique à l'année 2019. Donc, on voit qu'il y a eu un rattrapage de la filière. Et que donc finalement le consommateur est là. Alors il s'agit effectivement de produire plus, il s'agit aussi également de produire mieux. Oui. Donc il y a des dispositifs d'accompagnement pour les agriculteurs de manière à travailler sur la technique, puisqu'il y a un important gain possible sur la technicité, aussi bien en travaillant sur l'alimentation que sur la reproduction ou aussi sur la conduite sanitaire des élevages. Donc c'est des dispositifs qui sont soutenus notamment à travers les organisations professionnelles et les fonds européens. À titre d'exemple, depuis le début de la programmation, c'est 6,5 millions qui ont été mis sur cet accompagnement technique via le FEADER.
Et vous parliez de l'alimentation tout à l'heure, très important, alimenter donc ce cheptel en Guyane. D'où vient généralement l'alimentation et pourquoi est-ce que ça pose un problème? Alors, sur les ruminants, déjà, il n'y a pas de réel souci puisqu'on est sur des systèmes d'élevage extensifs, donc on nourrit quasiment exclusivement à l'herbe. Alors, par contre, sur tout ce qui est monogastrique, donc à savoir donc les porcs et les volailles, donc effectivement, l'aliment est importé. Donc, principalement, c'est des céréales, donc le principal composant, qui est produit au Brésil et arrive en Guyane en transitant par la métropole. C'est une aberration. Pourquoi est-ce que ça doit transiter par la métropole alors? C'est des questions de normes et puis aussi les usines, les gros provendiers sont en métropole. Alors on a une usine d'aliments aussi en local, donc qui produit de l'aliment et qui importe des céréales en direct de manière à composer l'aliment aussi en local. D'accord. Donc l'idée, ce serait de pouvoir proposer sur le territoire peut-être de la production d'alimentation pour ces bovins, ces ovins et pour la production d'élevage finalement. Alors la diversification de l'approvisionnement pour l'aliment animal, effectivement, elle est capitale. Elle a un enjeu déjà de sécurité pour l'approvisionnement des élevages. Avoir un unique circuit d'approvisionnement, c'est risqué pour les filières. S'il y a un blocage du port ou quand des difficultés d'autres ports qui ferment ailleurs qu'en Guyane, notamment avec la crise Covid, ce qui est possible, ça peut poser de gros problèmes. Donc il faut diversifier. Donc ça peut être soit de l'approvisionnement directement depuis des pays tiers, donc depuis nos voisins, le Brésil ou le Suriname, donc avec un projet de cabotage qui permettrait de faire remonter des céréales directement depuis le Brésil sans transiter par la métropole, ou alors par trucking, par camion, donc notamment du centre de riz qui pourrait venir du Suriname. Il y a aussi la possibilité de produire localement. Alors ça peut être de la céréale, ça peut être aussi des valorisations d'autres produits. On parle beaucoup d'économie circulaire, ça peut être la valorisation des déchets de poissons issus de la filière pêche pour trouver la farine de poisson qui rentrerait dans l'alimentation locale. Qu'on pourrait finalement produire ici et fournir aux éleveurs. Jean-Hubert François, vous êtes exploitant agricole de la ferme François, 85 hectares répartis sur 3 sites, avec notamment des œufs que vous produisez en autosuffisance vous-même au sein de votre structure. Parlez-nous un peu de cette partie de votre exploitation. Bonsoir. Pas totalement autosuffisant, c'est-à-dire que moi, au niveau de mon aliment, parce que je suis en agriculture biologique, donc de toute façon, dans ma certification, j'ai une obligation de produire 30% de mon aliment. Sinon, pour le reste, je suis logé à la même enseigne comme tous les agriculteurs sur l'importation. Mais après, toujours pour rester sur les œufs, on a bien compris qu'en tous les cas, s'il y a bien une partie de la filière que je porte bien, c'est les œufs. Mais en tous les cas, nous, au niveau de notre coopérative, on sait que ça reste un marché quand même fragile parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a une forte concurrence des pays voisins avec des œufs qui rentrent de manière illégale. Donc finalement, on se dit, on sait qu'on couvre 100% du marché, mais on se dit qu'il y a quand même une marge de manœuvre supplémentaire à faire pour pouvoir les conquérir. Conquérir d'autres marchés, ça veut dire finalement à donner la possibilité à d'autres jeunes de pouvoir s'installer ou des moins jeunes sur le territoire, sur cette partie, en tous les cas, qui concerne la volaille. Et donc, pour les œufs, nous sommes autosuffisants ici en Guyane, mais toutes les parties du territoire ne sont pas logées à la même enseigne. Dans l'Ouest, ils sont obligés, nous le disions hier, de venir ici, sur Cayenne, pour faire le conditionnement. Comment est-ce que ça se passe pour vous, alors, le conditionnement? En quoi ça consiste exactement? Et pourquoi ça pose un problème, je veux dire? Alors, il faut savoir que tous les œufs qui arrivent, chez le consommateur doivent être obligatoirement conditionnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'œuf, il doit avoir sa date de péremption, il doit avoir il doit en fait avoir une traçabilité. Ils doivent être aussi calibrés. C'est une obligation nationale. J'aimerais, comme dire même européenne. C'est impossible pour un agriculteur de aller vendre les œufs comme ça. Donc, du coup, le plus gros centre de conditionnement, il est à Degradégane. Et nous, sur notre exploitation, nous avons également, nous, un centre agréé. Donc, ça se passe entre Degradégane et notre ferme à nous. Pour l'instant, il n'y a pas encore de centre de conditionnement dans l'Ouest. D'accord. Ce qui devrait également être prévu, on en a parlé notamment avec Jérémy Lecaille, histoire de voir. D'ailleurs, Jérémy Lecaille, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est prévu qu'il y ait un centre de conditionnement dans l'Ouest par rapport aux éleveurs de poules et de volailles habituellement?
Alors oui, effectivement, oui, c'est prévu. On a effectivement vu passer récemment donc, en financement pour le FEADER un projet qui était programmé et donc qui devrait se concrétiser rapidement. Alors après, donc à voir aussi si d'autres projets peuvent suivre le même chemin au niveau de la coopérative ou d'autres initiatives privées. En tout cas, effectivement, oui, c'est un projet et ça va se faire à court terme. Et on parle aujourd'hui de viande locale, de comment faire pour promouvoir la consommation locale, et la restauration collective peut aider à trouver une solution à cela avec 6,2 millions d'euros par an. C'est l'un des leviers de la consommation locale de viande, notamment dans les cantines scolaires. On regarde de quelle manière est-ce que cette viande locale est consommée dans nos cantines avec nos enfants qui découvrent aussi les productions locales. Ce reportage de nos confrères de la rédaction. On y va. Alors là, vous avez un sauté de bœuf qui est en train de mijoter, c'est la production de demain. Ce plat destiné aux élèves de plusieurs communes n'est pas préparé avec de la viande locale. Pourtant, la cuisine centrale de Remire-Montjoly tente de faire la part belle aux productions de notre territoire. Aujourd'hui, 800 kilos de viande de porc made in Guyane sont livrés par camion. La cantine de Remire est l'une des premières cantines avec qui nous avons commencé à travailler il y a de ça plusieurs années maintenant. Je pourrais même dire que c'est un très bon élève à ce niveau-là. Chaque semaine, on livre quelque chose à la cantine de Remire, soit du porc, soit du bœuf, soit du poulet. Cette fois, c'est du porc. Et la semaine prochaine, ça sera du bœuf. 5000 repas sortent chaque jour de cette cuisine avant d'être consommés dans les cantines scolaires. 20% de la viande préparée par ces agents est produite localement, une commande importante pour la filière qui doit être en capacité de fournir les volumes attendus de façon régulière. On est sur à peu près 20 tonnes à l'année, d'accord, et 1,6 tonne par mois. Donc moitié-moitié entre la viande de bœuf et la viande de porc. Et donc oui, elle arrive à suivre parce qu'effectivement c'est une vraie programmation. Donc ils sont prévenus à l'avance. Et puis lorsque il y a des soucis, on est prévenu, on essaie de compenser après avec ce qu'on peut avoir. Et les objectifs pourraient être revus à la hausse car la ville de Remire-Montjoly, qui gère cette cuisine centrale, annonce vouloir augmenter la part de viande locale servie dans les cantines. On parle de souveraineté alimentaire, c'est une des notions qui est venue très souvent lors des assises de l'agriculture. C'était en fin d'année dernière. Guy Dabreu, on en a parlé, reparlé. De quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, en Guyane, on peut parvenir à cette souveraineté alimentaire? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Vous avez participé à ces assises, oui? Si, j'ai participé aux assises et pour la souveraineté alimentaire, comme a dit Jérémy Lecaille, il y a du travail à faire. D'accord, en amont. Nous savons, comme vous l'avez dit, nous représentons 20% seulement de la viande locale consommée par rapport à ce qui est consommé en Guyane. Donc, il y a 80% à récupérer. Donc, Intervig, si je parle au nom d'Intervig maintenant, fait un travail énorme avec certaines organisations qui sont affiliées afin de trouver des solutions, des animations, des fonds aussi, puisqu'il faut des fonds pour pouvoir pallier à cette demande-là. Et avec les bouchers, vous avez une boucherie, vous vous fournissez sans doute à 100% chez les éleveurs locaux, du coup? Alors oui, j'ai une boucherie, je suis fourni par les éleveurs à 100%. Et malheureusement, par rapport à ce grand bond qu'il y a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma boucherie est en manque, je dirais, de produits locaux pour pouvoir servir nos clients. On manque de quelle manière? Pourquoi est-ce qu'on en manque aujourd'hui? Par rapport à la production, plus, c'est ça? Alors, il paraît que justement, le fait qu'il y a eu ce grand bond, donc ce n'était pas prévu, donc il y a ce manque par rapport à le temps qu'il faudra pour faire que les veaux puissent être bas. Et il faut 2 ans minimum pour qu'ils puissent être prêts à aller à l'abattage et mettre en vente. Donc, en ce moment-là, oui, nous avons, je ne sais pas pour les autres bouchers, je parle pour ma paroisse, nous avons ce gros problème-là en ce moment. Et apparemment, c'est dû justement par rapport à la préparation qui n'était pas prévue par rapport à l'évolution, je dirais.
de cette viande locale. Jérémy Lecaille, plutôt, vous êtes responsable du service agriculture et aussi responsable par intérim, vous me disiez, de l'abattoir. C'est le seul en ce moment en Guyane. Est-ce que c'est aussi un frein aujourd'hui? C'est le seul avec celui de l'Ouest. Il y en a deux. Celui de la CCOG, justement. Est-ce que ça suffit aujourd'hui à répondre à tous les besoins du territoire en termes d'abattage de bétail ou pas? Alors, actuellement, oui, les deux abattoirs permettent de répondre à l'ensemble des besoins. Oui. Sur l'année 2020, l'abattoir de Dégradé-Cannes a abattu un peu plus de 1000 tonnes, 1063 pour être précis, avec une capacité qui avoisine les 1500 tonnes annuelles. Donc on est en capacité de traiter tout ce qui arrive donc des filières. Alors c'est un abattoir multi-espèces donc qui traite les petits ruminants, les bovins et les porcins. La volaille, par contre, là c'est traité uniquement à l'abattoir de Makouria, donc l'abattoir Siro. Oui. Et sinon, donc l'abattoir de l'Ouest, donc au pôle agricole de Mana, lui a une capacité d'à peu près 200 tonnes et donc abat les mêmes espèces que Cayenne. D'accord, d'accord. Et qui parle de souveraineté alimentaire, aussi parle de protection du marché local. De quelle manière est-ce que les institutions publiques veillent aujourd'hui à ce que ce marché soit protégé, sauvegardé pour les producteurs locaux? Monsieur Lecaille. Alors, mettre en place des mesures protectionnistes, c'est un petit peu compliqué. On est plus sur des dispositifs d'appui à la filière. Alors, il existe de nombreux dispositifs, notamment sur le premier pilier de la politique agricole commune, donc qui est le POSEI, donc c'est un terme un petit peu raccourci. En fait, c'est le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, qui est tout un panel d'aides qui vise à compenser les surcoûts supportés par les élevages, enfin et aussi en production végétale sur le territoire. Oui. Donc aussi bien des coûts d'approvisionnement, des surcoûts de production et aussi des aides à la structuration. Donc ce qui permet de maintenir la compétitivité de nos exploitations agricoles locales et se positionner sur le marché. Bien évidemment, oui, il y a des produits qui ne sont pas substituables, hein, notamment, je pense, la cuisse de poulet congelée qui arrive de métropole à 1,30 € du kilo. Évidemment, ça, c'est un produit qui ne sera jamais substitué par la production locale. Oui. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas des segments de marché qui sont accessibles par la production locale et qu'on ne peut pas développer la filière volaille de chair, à titre d'exemple. Donc, il va falloir pouvoir compléter totalement cette filière pour faire en sorte qu'elle soit compétitive, pour éviter la compétition venue de l'extérieur. Vous, Jean-Hubert François, est-ce que vous êtes également dans cette optique-là aujourd'hui, sur la transformation notamment pour les œufs? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une filière de transformation des œufs en ce moment qui se met en place ici en Guyane? Oui, il y a une filière avec la CACG, la coopérative qui s'occupe des œufs. On appelle ça les ovoproduits. Et récemment, le bâtiment a été fini, mais c'est pareil, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'œufs sur le territoire, c'est une autre façon de traiter les œufs. Donc, du coup, là, on a quand même une ouverture sur l'avenir pour augmenter notre capacité, soit en interne dans les diverses exploitations, soit accueillir de nouvelles personnes pour pouvoir fournir cette filière. Mais c'est sûr que tout ce qui concerne la transformation, que ce soit sur les œufs ou que ce soit sur la viande, c'est toujours un plus parce que ça nous permet de manière générale de conquérir, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, d'aller vers d'autres parts de marché. C'est sûr, certaines choses, on ne sera jamais compétitif, mais vous savez, l'aspect local va toujours parler aux consommateurs. Donc, et quand on apporte un plus avec la transformation, il ne faut pas hésiter. Je pense que ça, c'est une voie qu'il faut qu'on suive sérieusement. Vous savez, moi, de manière générale, je suis quelqu'un qui aime toujours voir plus le positif que le négatif. Oui. Et pour moi, la transformation, ou développer plus l'agriculture, augmenter la capacité un petit peu de tout, moi, je vois toujours ça d'un bon oeil. Très bien. Je vous remercie tous d'avoir été avec nous dans cette émission, nous éclairer sur cette filière, l'élevage ici en Guyane. Il y aura d'autres occasions de rentrer plus dans le détail dans les différentes actualités que vous aurez à ce sujet. Jean-Hubert François, Guy Debreu, Jérémy Lecaille, merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que l'émission est en replay dès demain. Si tout...